on habitait dans une cour. Dans notre maison, il n'y a pas de toilette. Donc, il fallait souvent aller faire des selles, tout se doucher dans la maison en face. Quand j'ai signé à Arsenal, j'ai eu 15 000. La première des choses à faire, ils m'ont donné une prime. J'ai acheté une maison direct à ma mère. Ouais. À Bonamoussadi, je l'ai enlevé de là où elle était. J'ai acheté une maison à Bonamoussadi. Je lui ai donné. Ouais, ça a changé sa vie. Il faut payer l'école de mes enfants 20 000. J'ai 40 000 pounds qui restent dans mon compte. Qu'est-ce que je fais, Phil? J'avais une montre Rolex, je l'avais achetée à l'époque. Or rose, j'avais signé à Barcelone. Je l'avais achetée ce jour-là à 32 000 euros. J'ai pris la montre, j'ai enlevé, j'ai donné à ma femme. J'ai dit, tiens, avant de ça paye l'école de mes enfants. Aujourd'hui, dans notre podcast, c'est juste une question de temps. Nous recevons un international footballeur camerounais très connu du grand public. Il s'agit d'Alexandre Song. L'homme qui a défrayé la chronique à plusieurs reprises pour différentes raisons, aujourd'hui revient sur son parcours de footballeur, sur les incidents qui ont émaillé sa carrière, mais aussi sur son après-carrière, pour nous parler de l'entrepreneur et l'investisseur qu'il est devenu. Quelqu'un qui consacre toute son énergie aujourd'hui à faire du business dans plusieurs secteurs et qui, on peut le dire, est en train de réussir sa reconversion. Avec lui, nous allons parler des réalités du football, des réalités de l'équipe camerounaise de football. Certaines révélations vont être faites ici dans cet épisode et je pense que nous allons découvrir des histoires qui n'ont jamais été racontées devant une caméra pour certaines et qui, je pense, vont nous permettre de mieux comprendre pourquoi certains événements se sont produits dans l'histoire du football camerounais de manière singulière, mais surtout quels enseignements on peut en tirer, nous, à notre niveau. Il se livre comme jamais, sans aucune concession, sans aucun tabou. Et c'est bien évidemment avec beaucoup de plaisir que nous l'accueillons dans cette émission exclusive. Elle est assez longue et je pense qu'elle va être diffusée en 2, voire 3 fois. Tellement il y a de choses qui ont été dites et qui devraient en réalité être digérées ensemble. Si vous êtes nouveau ici, je vous invite à vous abonner, à partager massivement les vidéos pour qu'elles atteignent le maximum de personnes. Posez-vous, parce que ce qui suit est juste exceptionnel et inédit. Rendez-vous dans les commentaires, partagez massivement. C'est parti! Bonjour Alex. Bonjour Philippe. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur notre podcast pour parler de ton parcours, mais aussi de gestion de finances. Est-ce que tu peux déjà te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Alexandre Song, ex-international camerounais qui a joué à Arsenal, Barcelone, Bastia, West Ham, Rubin Kazan, Sion et qui a fini à Djibouti. Très bien. Alexandre Song, j'ai tellement de questions à te poser. Je me rappelle d'une interview dans laquelle tu disais que quand Barcelone t'appelle, c'est le genre de train qu'on ne loupe pas, qu'on ne laisse pas passer. Alors moi je lis les médias, donc je ne suis pas à Barcelone, je ne suis pas dans le club, mais les informations qu'on avait semblaient dire que tu quittais d'Arsenal, là où tu étais un taulier incontestable à cette époque-là de l'équipe et même du championnat d'Angleterre, pour aller jouer un second rôle à Barcelone, c'est-à-dire que tu acceptais d'être remplaçant. Et toi, tu avais justifié le fait que le contrat qu'on te proposait, c'était le genre de contrat auquel on ne dit pas non. Pourquoi ? Non, exactement. Déjà au départ, j'ai voulu rester à Arsenal parce que j'étais tellement bien, Philippe, et je me sentais tellement bien. Mais à un moment donné, quand on te prend c'est mon football, c'est mon travail, on te prend dans un club, tu as 17 ans, tu passes des paliers, à un moment donné, il faut qu'on te paye à ta juste valeur. Bien sûr. Et donc, quand je suis arrivé, j'avais 24 ans à l'époque, je me dis, bon, aujourd'hui, l'Alexandre Song qui est arrivé hier, c'est pas celui d'aujourd'hui. Donc, je vais au club, je demandais, donnez-moi un nouveau contrat. On me dit non, on me fait comprendre que je peux pas. J'ai dit, mais comment ça se fait? Parce que mes performances aujourd'hui parlent à ma faveur. Ils n'ont pas voulu. Donc, et à cette époque, je voulais aller à Man City. Parce que Man City, Yaya Touré, il était à Man City, il m'avait dit, viens à Man City. Mais tellement comme Arsenal avait renforcé trop de joueurs à Man City, ça n'est pas, à mon tour, c'est pas passé. Donc, il n'a pas voulu. Ok. Donc, moi, mon premier choix, c'était Man City. D'accord, donc quand Man City, ça ne s'est pas pu se faire et on ne voulait pas me donner un nouveau contrat, c'est comme ça que je me retrouve à Barcelone. Mais pourquoi ils ne voulaient pas te donner de nouveau contrat? Parce que tu étais bankable. Ils auraient pu augmenter la clause. Enfin, j'imagine que c'est ce qu'ils font. Ils rallongent la période, ils augmentent la clause de libératoire et ils t'augmentent ton salaire. Exactement, mais je ne comprends pas parce qu'à un moment donné, je me rappelle, Kolo disait tout le temps que... Et Adé a eu le même problème. Quand on arrive à un moment donné... Adebayor. Oui. Et c'est comme si on dirait qu'ils ne veulent pas nous donner de contrat à un moment donné. C'est ça. Après, quand on te donne ailleurs, Nasri, on a eu tous le même problème à un moment donné. Et j'avais rencontré Van Persie parce qu'à l'époque, Robin, il devait il devait rester à Arsenal. Il m'a dit, reste, on va faire une belle équipe, on va prendre des joueurs. J'ai dit, il n'y a pas de problème.
4 jours après, lui, il signe à Manchester. 4 jours après qu'il t'a dit reste. Il me dit reste, moi je le vois à Manchester. Donc je me retrouve tout seul, je me dis mais qu'est-ce que je fous là? Donc c'est comme ça, je vais au club, je me dis bon, comme je connais le barème des salaires à Arsenal, je dis je tape haut pour que s'il me donne même un peu... Tu te rappelles des chiffres à l'époque? Oui, je me dis, j'avais dit 120 000, je dis... 120 000 quoi, c'est pas la semaine, c'est la semaine, c'est ça? Je dis 120 000 pounds. Si on me dit 120 000, je dis 120 000 pounds. Si on me donne même 80 000, je suis à l'aise. Moi, je suis chez moi, j'ai pas de problème, je suis à l'aise. Mais malheureusement... Là, c'est un salaire quoi? Hebdomadaire, toutes les 2 semaines? Mais on paye, c'est la semaine, on dit la semaine, mais on paye normalement mensuel. Okay. Donc c'est comme ça qu'on calcule. Donc, quand tu calcules 120 000 pounds, là, c'était par semaine? Oui, c'était par semaine. À cette époque-là, tu te rappelles de combien tu gagnais déjà? Oui, je gagnais quoi? J'étais peut-être à l'époque, je crois que j'étais à 60 000 ou un truc comme ça, je pense. Ok, donc toi, 20 000 de plus seulement, parce qu'à 80 000, tu aurais eu 20 000 de plus. C'était déjà très bien pour toi. Moi, ça ne me dérangeait pas parce que moi, je connais comment le club est, parce que je suis arrivé là, je connais. Je me suis dit, si on me donne 80, je suis à l'aise. Je sais que je vais mettre des petits bonus, tout ça, je suis tranquille, je suis au club, je ne me prends pas la tête. Et on m'a dit impossible. J'ai dit, mais c'est pas possible. Comment un joueur qui joue à Everton, moi je joue le championnat, je joue tous les matchs, je fais la Champions League, il gagne plus d'argent que moi. Je dis, c'est pas un problème, c'est un souci. Donc ils n'ont pas voulu, comme ils n'ont pas voulu, c'est comme ça que je me suis retrouvé à Barcelone. Après, juste après, quand je pars, on donne des contrats aux joueurs. Donc il y a un souci quelque part. On donne plus d'argent à ceux qui, je veux dire, exactement, et qui avaient moins fait des choses moins bien que ce que j'avais fait auparavant. Mais ça, c'était dû à quoi? Est-ce que en plus de ce que nous on voit de l'extérieur, tu t'entendais très bien avec Arsène Wenger? Non, très bien, très bien. Mais je ne sais pas, parce qu'à un moment donné, quand on s'est retrouvés tous au jubilé à Thomas Rosicky, on se demande mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde vient me dire c'est la même chose. Parce qu'en fait, Arsenal, deux fois, je comprends qu'ils préparent des joueurs. Donc ils se disent que comme celui-là, il a peut-être son temps, je veux dire que son temps d'éclorer est venu peut-être pour le vendre, parce que c'est un club, il te prend à 17 ans, 16 ans, il te forme, ils te font de l'argent. Moi, ils m'ont pris à Bastia, je crois, 1 million. Me revendre à 19 millions, 20 millions, c'est... Oui. Donc, ils se font quelque chose dessus. Oui. Exactement. Donc, c'est comme ça que je pense qu'on s'est tous retrouvés, on s'est réunis, on s'est dit, mais... Donc, c'est comme ça, à un moment donné, ils veulent prendre l'argent des joueurs, donner la chance aux petits jeunes qui viennent aussi derrière. Et donc, c'est comme ça que je pense. Ça, c'est mon analyse. Hein. Oui, c'est ce qu'on s'est dit entre nous, qu'à un moment donné, ils veulent nous le faire partir pour prendre les sous et reprendre d'autres pour faire marcher le club. Mais il le faisait très bien, Arsène, de toutes les façons, le boss. Oui. Parce que du coup, je crois qu'il avait par contre très mal pris ton départ. Oui, mais parce que le problème est que c'est pas de ma faute. Moi, je lui ai proposé quelque chose. J'ai dit, boss, moi aujourd'hui, je suis arrivé à un niveau, donnez-moi 120 000. Mais moi, je sais intérieurement que les 120 000, je ne les aurai pas. Oui. Donc, je me dis, 80 000, moi, je suis tranquille. Oui. Je ne me casse pas la tête. 80 000, je suis dans un club là où on m'aime, tout est bien. Pourquoi je vais partir? Pour rien au monde, je voulais quitter ce club. Pour rien au monde. Mais il fallait qu'on me paye à ma juste valeur. C'est ce que je demandais, juste ce que je demandais. Mais bon, on n'a pas pu le faire. Mais ça ne change pas, je suis un gunner. Alors, tu arrives à Barcelone. Et à l'époque, c'était pour quelle rémunération? À l'époque, je gagnais beaucoup plus. Hein. Je ne sais même plus comment je gagnais à Barcelone. Tu étais dans les 120 000 Ouais. Ah oui? Ouais, je pense. Ah ouais, quand même. Ouais. Donc, tu plus que doublais ton... Exactement. Donc, à un moment donné, c'est le travail. Parce que les gens pensent que le football, c'est notre métier. Il ne faut pas se mentir, c'est un travail. Oui. C'est un travail, comme tout un chacun qui s'élève le matin. Quand tu vois que tu es mieux payé ailleurs, oui. Tu vas. Après, tu joues à des ondits, il a fait parce que non. Non, moi, je sais ce que je veux, dans la vie, je sais ce que je vaux, je ne me prétends pas être quelqu'un que je ne suis pas, donc je reste à ma place et je prends ce que j'ai à prendre. Mais donc, du coup, on pourrait quand même se dire que tu as fait le choix de l'argent au détriment de ta carrière, puisque quand tu vas à Barcelone, tu sais déjà que toi, Alexandre Song, métronome chez les Gunners, tu vas te retrouver à être au banc de temps en temps. Non, je veux juste dire que après la vie, elle est différente parce que les gens voient les choses différemment. Oui. Moi, personnellement, je vais dire que j'ai fait des choses bien. Déjà, Barcelone, je veux dire, c'est l'un des meilleurs clubs si on va regarder dans l'historique du football. Oui. Quand on va dire, il y en a deux, il y a Real Madrid et il y a Barcelone. Mais pour moi, Barcelone, c'est le meilleur club de toutes les façons. Oui. Donc, je veux dire que quand un club comme Barcelone t'appelle, j'ai quitté d'Arsenal, qui est un très bon club, parmi l'un des meilleurs en Angleterre. Je vais à Barcelone, c'est un progrès. Oui. C'est un progrès. Donc, quand tu vas dans un club là où il y a des meilleurs, ceux qui ont déjà fait leurs preuves à ce niveau-là, dans ce club-là, qui sont déjà assis, c'est normal qu'il faut que tu prennes du temps de revenir, essayer de faire des choses. Mais, comme ceux qui étaient là, Sergio Busquets, il était là, on m'avait dit, écoute, lui aujourd'hui, à Barcelone, c'est notre premier choix. Moi, je me dis, moi, de toutes les façons, depuis que je suis petit, personne ne me prend au sérieux. On me dit toujours, tu vas rien foutre. Ok, on y va, on va voir ce qui va se passer. Parce que je me disais que
j'aurai le temps de pouvoir m'asseoir. Quand je suis arrivé à Arsenal, personne ne croyait en moi. Donc quand j'arrive à Barcelone, c'était pareil. Moi, toute ma vie, c'était un challenge. Moi, j'ai perdu mon papa, j'avais 3 ans. Je ne l'ai pas connu. Ma mère, elle a grandi avec nous. Elle était gardienne de la paix à la police. Donc, une femme, à peine elle a perdu son mari, elle avait à peine 22 ans, 23 ans. Mon père, il avait 5 femmes. Et c'est la dernière. On l'a mise dehors. Donc, quand tu trouves une jeune dame, moins de 23 ans, avec 4 enfants dehors, on la met dans la rue, c'est ta propre famille, son mari la met dans la rue, elle se retrouve dehors avec des enfants dormis dans une chambre. Ouais, la vie n'est pas simple. C'est pas simple. Ouais. Donc, tout ce que je faisais, moi, dans ma vie, tout était calculé. Je ne fais pas par rapport aux gens. Moi, ma vie, je l'ai réussi. Quand je dis j'ai réussi ma vie, quand j'ai donné un toit à ma mère, j'ai réussi. Parce qu'elle sort de nulle part. C'est une femme qui était dénigrée, j'étais dans la boue, j'étais dans tout. Et aujourd'hui, grâce à moi, elle a un toit, elle s'est fait respecter. Donc, pour moi, ma réussite, elle était faite. Oui. Je n'ai pas voulu... moi, mon rêve, toujours, c'était donner un toit à ma mère. Aujourd'hui, on en a 2. Oui. Philippe, pour moi... Oui, clairement, c'est une fierté... Exactement, de d'où elle vient. Les gens qui l'avaient traîné dans la boue quand elle a perdu son mari, aujourd'hui, les gens sont en train de lui dire bonjour. Moi, je rigole puisque j'étais petit, je ne connaissais rien. Elle m'a tout raconté aujourd'hui. Mais je sais les moments qu'on a vécus. Oui. Donc, c'est pour ça que... Quel souvenir tu as de ton enfance? Parce qu'on va revenir à ta carrière, mais quel souvenir tu as de ton enfance? Tu as grandi au Cameroun? Difficile. Ouais. Difficile, pourquoi? Parce que j'ai été tué un enfant incompris. Comme je dis, mon père, je ne l'ai pas connu. Oui. Donc, j'ai grandi comme ça. J'étais au quartier. Et difficile parce que j'ai pas de très très bons souvenirs. Parce qu'en fait, quand mon papa il est parti, on est resté avec notre mère. Donc, c'était difficile parce qu'on n'avait personne autour. Je veux dire, autour de la famille qui venait souvent te dire que mon père, il en avait 5 femmes. Et c'était compliqué. J'avais mes grandes sœurs. Heureusement que j'avais mes grandes sœurs un peu qui de temps à autre, elles étaient souvent là un peu pour donner un coup de main, pour voir un peu. Quand toi, tu es de tes 5 enfants, là, tu étais le dernier des 5 enfants? Non, je suis le premier. Je suis le premier garçon. J'ai ma grande sœur. Okay. Après, il y a moi, il y a mon petit frère. Après, mes 2 jumelles. Après, ma mère a eu un enfant après, plus tard. Okay. Ma petite sœur, ma dernière. Attends, tu dis que à 3 ans, quand ton papa part, ta maman avait combien d'enfants à ce moment-là? Elle en a 4. Elle avait déjà 4 enfants? Elle avait 4 enfants. Donc l'écart des enfants était très petit alors? Très petit parce que ma grande sœur et moi, on a un écart de 2 ans. Après, j'ai mon petit frère aussi, pareil. Après, j'ai mes sœurs. Mes petites sœurs, quand mon père est décédé, elles n'avaient même pas à peine 1 an, même 2 ou 3 mois, elles avaient. Donc des jumelles. Donc ce qui fait que quand il décède, moi j'ai 3 ans, je ne connais pas, je ne sais rien. Bien sûr, bien sûr. Donc je me retrouve, je sais que je dormais dans la maison familiale, je me retrouve dehors avec ma mère. Et mon père, il en avait 5 femmes et j'avais plein de grandes sœurs et de grands frères qui étaient jamais mes papas, même aujourd'hui, je peux les appeler parce qu'ils étaient là. L'écart d'âge était énorme. Mais ma mère, elle était la dernière. Elle avait à peine 22 ans, 23 ans. Donc, quand une femme de 23 ans qui se retrouve dans la rue avec 4 enfants, toute seule, c'est pas évident. Ouais. C'est pas évident. Donc, cet enfant, c'était difficile. L'école? L'école, c'est ça, je dis c'était compliqué parce que je suis allé à l'école primaire dans mon quartier à Essos. C'est normal, comme tout enfant. Ma mère, je ne sais même pas comment elle s'est débrouillée pour pouvoir y arriver. À un moment donné, c'était compliqué pour elle parce qu'elle ne pouvait pas continuer à suivre. Parce qu'à l'époque, elle était gardienne de la paix à la police. Et c'est ridicule les salaires. Donc, c'était compliqué pour elle. Donc, de se retrouver avec 4 enfants dans la rue à 22, 23 ans où tu n'as pas de mari, ton mari est parti, c'est pas évident. Et quand on l'a mise dehors, c'est pas comme si on l'a... Mais j'avais la chance que j'avais des grandes sœurs qui étaient un peu déjà, qui de temps à autre, quand elles pouvaient me donner de quoi manger, elles le faisaient avec plaisir. Mais c'est pour dire que après, quand on regarde la famille, tu as des tontons, des tatas que tu ne vois jamais, que personne ne vient à côté, c'est pas évident. Et il y a un seul encadrement seulement qui s'occupait de nous. De temps à autre, je partais le voir, même quand il ne m'envoyait pas, je vais le voir, je dis, on n'a pas à manger à la maison. Mais c'était un monsieur, franchement, j'ai beaucoup de respect pour lui. Même s'il m'appelle n'importe qui, c'est mon père aujourd'hui, parce qu'il a pris ce relais-là. Il n'avait rien. C'était un simple monsieur qui faisait de la couture. Mais quand j'arrivais chez lui à 2-3 heures du matin, ou des fois à 1 heure, ou je ne sais pas quelle heure, parce qu'on avait faim, je cognais à sa porte, il prenait 2 ou 3 000 francs, il me disait, allez-y. Mais avec ça, comment on va pouvoir faire? C'était compliqué, mais pour lui, c'était déjà bien. Et nous, on était heureux parce que ça nous aidait à manger. Soulage, bien sûr. Exactement. Donc, je veux dire que quand on grandit dans des difficultés comme ça, et quand on te retrouve quelque part, on te dit toujours, tu ne peux rien faire, tu ne vas pas réussir. Moi, quand j'étais petit, techniquement, j'étais un bon petit joueur qui jouait au ballon au quartier, tout le monde me connaissait. Mais j'étais incompris parce que les gens pensaient que j'étais têtu, j'étais ceci. Mais c'est dû à ce que j'ai vécu quand j'étais petit. Parce que partout où j'arrivais, on me rejetait. Pour rien. J'arrivais quelque part, les gens
Je sais pas. J'ai grandi comme ça. J'ai toujours été incompris, mais je me suis toujours fait ma place tout seul. Je me suis battu pour arriver là où je suis. On m'a rien donné cadeau. Rien. Mais comment tu as fait pour ne pas sombrer dans la délinquance? Parce que les enfants qui sont dans ce genre de circonstances, malheureusement, se terminent mal. Dieu merci. Parce que j'avais un ami à moi, on l'appelle Simi Virgile. Quand je suis arrivé à la région parisienne, c'était un frère à moi. C'est lui qui m'a fait ne pas dériver. Parce que quand on se retrouve quelque part, quand je suis arrivé à Paris, j'allais au marché aux puces, tout ça. On vendait des téléphones, on faisait tous les trucs. On faisait des petits, à l'époque, à la cité à Saint-Ouen. Mais quand il fallait faire des mauvaises choses, des fois, il me disait non, il ne faut pas le faire. Parce que j'étais à 2 doigts de pouvoir le faire. J'étais vraiment à 2 doigts. Parce que toute la délinquance de la rue, je l'ai connue. Mais je n'ai pas vraiment chaviré quand il fallait. À un moment donné, ils me remettaient au bon chemin. Parce que j'avais personne. Des fois, je me retrouvais seul. Tu te retrouves seul, personne ne croyait en moi. Tu te restes comme ça. Des fois, je faisais rien de mauvais. C'est ça le pire, je faisais rien de mauvais. Des fois, j'ai appelé ma mère, elle me dit non, mon fils, tu ne peux rien parce que tellement les gens m'acculaient pour rien. Si pour rien, on te dit ah, tu vas pas réussir, tu vas pas faire ceci, tu vas pas. C'est comme si ma mère me disait tout le temps mon fils, je ne peux rien pour toi. Reste là-bas, continue à travailler, un jour ça va donner. Des fois, j'ai appelé ma mère en pleurs. Je l'appelais en pleurs, comme ça, je reste, je pleure. Je dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Elle me dit mon fils, tu veux que je te dise quoi? C'est comme un jour, je rentre de l'école, un mercredi, je ne vais jamais oublier. Je suis chez moi, je dors, et j'avais dormi, on sonne à ma porte, comme ça. Et j'entends pas. J'entends pas comment on a sonné, je dormais. Je crois que je faisais 4e ou 5e, je crois. Et dès que j'ai pas ouvert, on est quitté de là, on a appelé pour dire que ouais, j'étais à la gare du Nord en train de vendre de la drogue. Donc, moi, je sais que je suis en train de dormir. Moi, on m'appelle, on commence à me parler n'importe comment. Mais j'avais qui? J'avais personne. Donc, quand j'appelle ma mère, elle me dit, mon fils, tu veux que je te dise quoi? Là où tu es là aujourd'hui, seulement, accepte seulement tout ce qu'on va te dire. Si on veut te faire n'importe quoi, vas-y, accepte. Mais je l'accepte à un moment donné, je me retrouve seul, je pleure parce que j'ai personne à côté de moi qui peut me soutenir. Mais déjà, Alex, comment tu arrives en France? Parce que quand on a la situation que tu nous as dépeint, ouais. Comment tu fais pour arriver en France? Non, mon arrivée en France, c'est quelque chose de compliqué. Pourquoi? Parce que mon cousin Rigaud, j'avais notre cousin à moi, on était ensemble. Donc, dans la famille, Rigaud, son père, c'est le petit frère à mon père. Donc, et mon autre cousin, c'est le petit frère aussi à mon père. Donc, ce qui fait que Rigaud mon cousin là, avait le nom de son père. Donc, lui jouait au foot. C'est comme ça que, comme il a le nom du père de Rigaud, père à son homme qui est décédé, qui était mon tonton, c'est comme ça que Rigaud décide de le faire voyager, de le faire venir en Europe. Donc, à travers cela, moi, je ne suis pas du voyage, je suis au quartier, moi, il sort tranquille. Moi, mon cousin vient de là-bas, moi, on ne me calcule pas, je ne sais même pas ce qui se passe. Donc, je vois mon cousin, il arrive, on dit qu'on va aller faire les papiers, tout ça. Et après, il y a un frère à moi qui dit que non, le petit souci, il est bon. C'est un petit qu'on l'avait pris pour amener à Metz à l'époque. On dit non, c'est un petit qui peut faire quelque chose. Mais comme moi, j'étais frêle, on disait, ah, il est têtu. Moi, je ne savais même pas. Donc, ce qui fait que moi, je ne suis de rien. Et c'est comme ça qu'on me met dans le voyage. donc, quand on me met dans le voyage, c'est terrible parce que 2 jours avant le voyage, mon passeport, on nous donne le visa pour aller en France. Mon cousin et moi, on nous donne des visas, on arrive. 2 jours avant le voyage, mon passeport, on le trouve déchiqueté. Mon passeport, il est émietté. C'est pas vrai. Donc, c'est comme ça que, à 2 jours du voyage, comment il faut faire? J'ai plus de passeport, j'ai plus rien. J'ai une de mes tantes, on l'appelait Madrid Thatcher parce qu'elle était comme un homme, elle avait du caractère. Dès qu'elle arrive, elle voit ça, on regarde. Qui a déchiré mon passeport? On ne sait pas. Qui a déchiré mon passeport? Mon passeport est là, l'autre passeport est là, en bonne et due forme. Le mien, il est déchiré. C'est comme ça qu'elle quitte. Elle va à la délégation pour faire des passeports à cette époque-là. Elle entre. On m'a amené là-bas, je crois qu'il était 7h du matin. J'ai attendu de 7h du matin jusqu'à 18h pour avoir un passeport. Et elle a fait tout un scandale là-bas. On m'a donné un passeport. J'ai eu un passeport. Maintenant, pour avoir le visa, oui. Je voyage le lendemain. Philippe, écoute-moi très bien. Cette dame, c'est impossible. Elle arrive à l'ambassade de France au culot. Elle demande qu'elle veut voir l'ambassadeur. On dit pourquoi? Elle dit non, j'ai un rendez-vous avec elle. Mais elle avait vécu peut-être 30 ans déjà en France, elle. Okay. Donc, elle connaissait un peu. Dès qu'elle arrive, elle commence à faire un scandale là-bas, qu'elle a rendez-vous avec l'ambassadeur. On lui donne la faille
Et alors, dès qu'elle arrive dans l'ambassadeur, je ne sais pas ce qu'elle a dit à l'ambassadeur, la mère de l'ambassadeur. Non, c'est mon fils. Je ne sais pas ce qu'elle a dit parce que moi, j'étais là de l'autre côté. Oui. Direct, on m'appelle, on me donne le visa à l'instant. Waouh. Je dis, on me donne le visa à l'instant, on me donne le visa. C'est quelque chose que je ne pouvais même pas croire. Mais Dès qu'on me donne le bien visa, sûr. tac, le lendemain, Tu es dans l'avion. je suis dans l'avion. Mon voyage, c'était pas évident, c'était pas simple. Donc tu viens en France pour le foot? Je viens en France pour le foot. Dès que j'arrive à Paris, je vais à Metz. À l'époque, je vais avec mon cousin, on va à Metz ensemble. Et arrivé à Metz, lui il va ailleurs, lui il va avec sa catégorie, moi je vais avec ma catégorie. Donc ce qui fait que moi je vais jouer. Et quand je vais jouer là-bas, je reviens. L'entraîneur me dit que c'est bon. Il me dit que c'est bon. Je dis, ah, moi je suis content parce que je viens du Cameroun. On me dit que c'est bon. Moi je suis tranquille. Donc, je rentre voir mon cousin. Je lui dis, ah, moi je suis parti, c'était bon. Mon cousin, avant d'arriver, je lui annonce la bonne nouvelle. Il me dit, on rentre demain. Je dis, mais comment ça? L'entraîneur me dit que c'est bon. On rentre où? Il me dit, on quitte de Metz là, demain. Donc, moi je lui dis, non. L'entraîneur m'a dit que c'était bon. Il me dit, je te dis, on rentre. Donc, moi je ne savais pas. Donc, je reviens voir l'entraîneur, moi, étant heureux, je lui dis, mais comment ça se fait? Toi, tu me dis non. Et là, on me dit, oui, il y a un souci. Il me dit, non, il faut attendre. Donc, c'est comme ça que je quitte, j'attends. Il vient me dire que, malheureusement, je ne peux rien. C'est le directeur sportif qui décide. Et il dit qu'il ne peut pas vous garder. Moi, je ne savais pas. Et comme ça, il me regarde, il est triste pour moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. C'est après plus tard. Comme la vie, elle est comme elle est. Ouais. Francis Dedateo, je le connais. Je suis reparti à Metz avec mes enfants il y a quoi, 3 ou 4 mois. Je suis reparti à Metz. Il me regarde. Je dis, ah, vous êtes passé à côté de quelque chose. Ouais. Il me dit, franchement, on a raté quelque chose de grand. J'ai dit, oui, c'était la vie. C'est comme ça. Moi, je suis venu, on n'a pas voulu. Et voilà, ça n'a pas empêché ce que je suis. Il m'a félicité. Parce que j'ai ramené des enfants là-bas. Et ce qui s'est passé, ce jour-là, j'arrive à Metz. Il réunit tous les gamins du centre de formation. Il me demande de leur parler. Il dit, regardez, ce monsieur, il était ici. Il était ici. On l'a pas. Exactement. Donc c'était juste un choix sportif. C'est-à-dire qu'ils ont décidé. Non, mais après, j'ai appris qu'ils ont dit que comme il fallait que mon frère et moi, il fallait que si on n'avait pas pris nous deux, il fallait que... Ah, il fallait que vous tous les deux vous réussissiez. Exactement. C'est ce que j'ai appris moi plus tard. C'est ce que moi, on m'a fait comprendre que non, on ne pouvait pas garder un et laisser l'autre. Donc il fallait que les deux, qu'on est ensemble. Donc c'est comme ça qu'on est quitté, on est parti. Et quand on arrive même, c'est encore compliqué parce que quand j'arrive, je me retrouve à Paris. C'est là qu'il y a les tentatives, la délinquance et tout le reste. Exactement. Moi, on me dit il faut que je rentre au Cameroun. Parce que on ne peut pas me garder. Comme je dis, moi, l'enfance difficile, peut-être tout le monde se dit non, on ne veut pas, ceci, cela. Mais j'ai mon oncle qui est décédé par son nom, il a dit non. Si un rentre, les deux rentrent au Cameroun. C'est comme ça que je dis je suis sauvé. Parce que sinon, sinon on m'envoie, sinon on me fait rentrer au Cameroun. Et c'est comme ça que je me retrouve à Paris. Mais comme je dis, j'avais la chance que le football, je savais jouer au football. J'étais quelqu'un qui avait quelque chose en plus par rapport à cela. Et les gens aimaient. Mais chez moi, peut-être je n'étais pas bon à l'école, je faisais rien, on se disait que j'étais un voyou, j'étais ceci. J'avais jamais rien volé chez quelqu'un, j'avais jamais rien fait chez quelqu'un. Mais c'était comme ça, malheureusement. Et comment tu arrives à Bastia alors? J'arrive à Bastia parce que... Facile. Je suis parti au Restart. Je joue au Restart. Et après, on va à un tournoi international au mois d'avril. On joue contre Parme. À moins de 15. Et je joue. Et les dirigeants de Bastia avaient envoyé un entraîneur à l'époque qui vient regarder notre capitaine. On avait Fodé Traoré. C'était un Malien. Très bon joueur. Un milieu de terrain qu'on avait, notre capitaine. Et nous, on finit de jouer. On joue et il y a un monsieur qui vient m'approcher, il me parle. Mais l'entraîneur nous avait dit ne parlez pas aux gens que vous ne connaissez pas. Donc moi, quelqu'un vient me parler. Je dis non, je ne parle pas aux gens. On m'a dit de ne pas parler à quelqu'un. Moi, je pars. Et le soir, quand je rentre chez moi, il y avait une dame qui s'occupait de tous les jeunes du 93, Madame Ba, une Sénégalaise. Donc c'est comme ça qu'elle m'appelle. Moi, j'habitais en face du Stade Bauer. Elle me dit hey, Alex, c'est Madame Ba, tout ça. Est-ce que ça t'intéressait de partir à Bastia? Puisque moi, déjà, là où j'étais dans mon cocon, là, j'étais pas bien. Franchement, sans se mentir, je me sentais pas vraiment à mon aise et tout ça. Donc, c'est comme ça que je me dis, il valait une opportunité. Je peux jouer au foot, je peux aller quelque part. Peut-être là-bas, on me connaît pas, je suis pas étiqueté. Peut-être je peux faire ma petite vie tranquillement, au calme. Et c'est comme ça que je me rends compte que le monsieur qui m'a parlé,
C'était lui, en fait, qui était derrière. Et il me dit, non, je ne suis pas venu pour toi, je suis venu pour tel, mais ce que tu m'as présenté ce jour-là, c'est toi que j'ai préféré. Et c'est comme ça que je me retrouve à Bastia. D'accord. Et donc, tu fais toutes tes classes à Bastia jusqu'à devenir professionnel. Exactement. Donc, quand j'arrive à Bastia, pareil, j'arrive au centre de formation, je me dis, il faut que dans 3 ans, je commence à jouer en pro. Moi, avant, je ne savais pas que le football va changer la vie des gens. Je ne savais pas qu'on gagnait autant d'argent dans le foot. C'est vrai? Non. Parce que moi, quand j'étais petit, mon rêve, c'était d'être comme Rigo. Parce que Rigo était déjà, c'est un emblème. Je vais dire que c'était mon idole quand j'étais petit. Capitaine, donc, voilà, je voulais faire comme lui. Oui. Donc, ce qui fait que pour moi, je ne savais pas que le football, il y a trop de paramètres autour. C'est quand je suis arrivé à Arsenal que j'ai compris que... Donc, même à Bastia... Alors, quand tu commences à jouer à Bastia, ton premier contrat professionnel, tu gagnes combien? 3 000 euros. J'ai commencé à 43 euros. J'ai commencé à 49 euros. 49 euros quoi? Que j'avais tous les mois, quand j'étais au centre de formation. 49 euros? J'avais 49 euros. C'est pour dire que ma vie n'a jamais été... Et dans ces 49 euros, j'avais eu de la chance qu'à cette époque, j'ai connu ma femme. Parce que comment faire quand on a 49 euros? Elle était étudiante à Nantes. Bon, 49 euros, tu es logé, tu es nourri. Exactement. Mais comment on fait avec 49 euros? Oui, bien sûr, tu fais rien. J'ai ma mère qui est au Cameroun. Oui. Elle est en difficulté, j'ai mes frères et sœurs. Comment je fais? Je suis le premier garçon. Je dis le premier fils, on m'a dit chez nous en Afrique, on dit que c'est toi le chef de famille. Oui. Comment il faut faire? Ma mère, elle ne gagne rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, j'avais de la chance que comme je jouais un peu souvent des matchs, et comme à Basset, j'étais parmi les talentueux à cette époque, et j'ai eu la chance de pouvoir commencer à jouer en équipe de France. Donc, ma valeur un peu, on a commencé tu as joué en équipe de France? Oui, j'ai joué en équipe de France avec Nasri, Ben Arfa, c'est Françongo, c'était la même génération, on était en équipe de France ensemble. C'est après que j'ai choisi le Cameroun, avant d'aller au championnat d'Europe en 2003. Moi, je suis allé à la CAN et je suis parti moi au Cameroun à la CAN et ils sont partis au championnat d'Europe. On va, oui, c'est choix. Mais du coup, avec 43 euros, attends, mais c'est incroyable. 43 euros par mois? 49 euros j'avais. 49 euros? Ouais, j'avais tous les mois 49 euros, Philippe. Donc, et donc, c'est là que tu rencontres ta femme? C'est là où qui va devenir ta femme? Exactement. C'est là où, de temps en autre, quand son père l'envoie un peu de sous, moi aussi je vis. C'est là que moi je vis aussi. Parce qu'elle enlevait souvent de temps en autre, elle me donnait. Et c'est ça qui faisait. Parce qu'il fallait, comme elle était étudiante, il fallait la faire venir à Bastia. Oui. J'ai 49 euros, Philippe. Ah, elle n'habitait pas à Bastia? Non, elle était à Nantes. Ah oui. Comment je fais? Ah oui. Je peux pas. Ouais. Comment je vais arriver à payer un billet d'avion à un homme qui gagne 49? Je peux pas. Donc... Et tu es footballeur. Oui, exactement. Mais les gens ne pouvaient pas comprendre ça. Donc moi, j'étais là, ma petite personne, je me battais, je me débrouillais et voilà. La vie, elle était faite comme ça. Et quand tu as tes 3 000 euros, ton premier contrat, pour toi, c'est énormissime. Mais c'est la lune. Philippe, c'est la lune. Parce que je me retrouve avec de 49 à 3 000 euros, c'est un bond de fou. Parce que même déjà pour m'investir, c'était compliqué. Ouais. C'était compliqué. Ouais. On ne pouvait pas. Mais moi, j'avais la chance que quand je rentrais les week-ends à Saint-Ouen, je connaissais comment les puces fonctionnaient. Donc quand j'arrivais aux puces que je prenais... Tu faisais un peu de business. Exactement. Il y avait avant, on mettait des bas de jogging avec des Chinois là qu'on prenait. Moi, j'achetais ça aux puces à 49 euros. Et j'allais à Bastia, je vendais ça à 100 euros, 120 euros. C'est comme ça que moi, je faisais mes marches. Parce que j'avais pas le choix. Ou des fois, je connaissais des gars qui faisaient des téléphones, tout ça, au truc, aux puces, tout ça. Quand ils prennent, tac, ils me donnent parce qu'on était entre nous. Dès qu'on me donne, je repars, je revends. C'est comme ça que je me faisais un peu de billets. Sinon, c'était difficile. C'était difficile, je ne pouvais pas. Il y avait des joueurs qui avaient déjà les salaires de 1 500 euros étant jeune, des 3 000 euros. Mais j'étais parmi les derniers. Puisque j'étais le dernier. 2 fois, c'est pour ça, j'avais un frère à moi qui est devenu un frère même, plus qu'un frère, Edouard Chaya, un Guinéen. Lui, c'est mon frère. Lui, il prenait des affaires parce qu'à l'époque, sa grande sœur était déjà mariée à un footballeur professionnel. Donc, c'est comme ça que lui vivait là-bas. Donc, de temps à autre, je prenais ses habits, je prenais ses affaires, un t-shirt, il me donnait des baskets. J'étais toujours bien habillé grâce à lui. Donc, les gens ne comprenaient pas. Mais c'est lui. C'est le gars de 49 euros là. Voilà. Les gens ne comprenaient pas. Donc, je tiens aussi à lui remercier parce que c'est grâce à lui, c'est la famille. Ouais. Donc, c'est grâce à lui aussi qu'il m'a permis aussi d'avoir certaines choses, d'avoir un peu de couleur. Et quand tu commences à gagner 3 000 euros, qu'est-ce que tu te dis pour ta famille, ta mère? J'imagine qu'une partie de cet argent allait au Cameroun. Non, je vous dis la majorité. Moi, déjà, quand j'avais 7 ans, c'est pas question d'aujourd'hui. J'ai eu déjà ce truc-là, je pense que...
étant jeune, j'ai déjà commencé à réaliser les choses. Parce qu'à 7 ans, ma mère elle est partie à l'école de police en formation. Moi, je me levais, je partais vendre des lotus. Les lotus. Et le paquet de lotus, je n'avais pas d'argent. Je le prenais chez un gars au quartier, il le vendait, il nous donnait ça à 800 francs et j'étais obligé de le vendre à 1200 pour prendre. Donc, ce que je faisais, je prenais 2 paquets par jour. J'arrivais, mais ce qui me sauvait, quand j'arrivais, le paquet de lotus, j'étais tout le temps bien habillé. Je mettais un short jean avec des baskets et un t-shirt, une chemise. Quand j'allais vendre, les mamans, là, elles me disaient « Oh, il est trop beau, le petit là, viens !» Et c'est comme ça que je vendais mes... C'était mon astuce que j'avais trouvée. À chaque fois que j'allais vendre mes lotus, j'étais tout le temps propre. Donc, quand je venais, mais je sais pas, mais j'ai cultivé ça depuis étant jeune. Quand je venais, je donne les 800 au gars. J'ai le reste des 400 en haut, donc ça faisait 800 francs. Les 800 francs, je venais, je donnais à ma grande sœur et elle nous faisait à manger. Et à l'époque, c'est comme ça que j'ai appris. Parce qu'avant, la banane non mûre, là, c'était la banane non mûre. La banane non mûre, on achetait ça. Ce n'était pas mieux, on achetait les à 25, c'est les doigts à 25. Oui, les petits doigts à 25, oui. Exactement. On prenait comme ça, peut-être prenait pour 100 francs, elle prenait des arachides. Et c'est comme ça que ma grande sœur faisait tout le temps. Dès que je ne prenais même pas un sou, Philippe. Quand je veux dire que je vendais, je ne prenais même pas un sou pour moi-même. Dès que je venais, je lui donnais. Et elle faisait à manger. Donc tu as grandi avec ce mindset. Exactement. Ouais. C'est ça qui m'a permis d'être l'homme que je suis aujourd'hui parce que avec tout ce que j'ai vécu, je me suis dit non, faut pas gaspiller. Il faut toujours. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai développé tout ça. Et quand tu arrives, donc quand tu pars de Bastia, 3 000 €, tu arrives à Arsenal, c'est quoi ton contrat? 15 000 €. Donc, ah oui, là. Donc, là, c'est un bon là, pour total. toi, tu es... Non, c'est un bon total. Là, c'est un autre niveau. Je me dis, de 49 à 3 000 à 15 000, c'est une autre vie. Ouais, là, donc, tu dis que non, là, je suis riche. Exactement. Je me dis que non, là, ma vie, elle a changé. Dans ma mère, déjà, là où on habitait, on habitait dans une maison. C'était une villa. Et dans une cour, on était dans une même cour. C'est quelqu'un qui avait une villa et il y avait 2 maisons. Oui. Donc, dans notre maison, il n'y a pas de toilette. Donc, il fallait souvent aller faire des selles, tout se doucher, la maison en face. Et à un moment donné, vers 2h, 3h du matin, qu'est-ce que tu fais? Tu peux rien. Donc, ce que nous, on faisait, on avait déjà adopté cette situation-là. On faisait les selles dans les plastiques et on jetait de l'autre côté. Un jour, j'ai fait ça, comme ça, on jette. Je crois que c'est tombé sur quelqu'un. La personne s'est dit, c'est qui? Je me suis caché. Parce que c'était... j'avais pas le choix. On n'avait pas le choix parce que tous les jours, tu ne vas pas aller faire les toilettes des gens. C'est pas possible. Oui. À un moment donné, tu as honte. Oui. Je te dis, ah non, pourquoi je vais aller là-bas? Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, tu ne peux pas. Waouh. Dans la situation. Ça, c'est chaud quand même. Tu vas chez le voisin aux toilettes. Ouais, non, là, c'est vraiment de la pauvreté. C'était compliqué. Ouais. Donc, ce qui fait qu'on vivait dans une situation précaire. Oui. Sans se mentir, il ne faut pas. Oui, là, oui. On ne peut pas parce que même déjà pour se doucher, pour ton bien-être, tu peux quand même avoir tes toilettes, tu peux avoir ton intimité, tout ça, mais se lever, on sait que tu vas là-bas, non, c'est pas commode. Donc, il fallait déjà, quand j'ai eu cet argent, quand j'ai signé à Arsenal, j'ai eu 15 000. La première des choses à faire, ils m'ont donné une prime. J'ai acheté une maison direct à ma mère. Ouais. À Bonamoussadi, je l'ai enlevé de là où elle était. J'ai acheté une maison à Bonamoussadi, je lui ai donné. Ouais, ça a changé sa vie. J'arrive, j'avais jamais vu la maison, j'arrive, je vois une villa. Tac, le gars, monsieur, à l'époque, on me dit 150 millions. Je prends 150 millions. Je donne à un de mes frères. Je dis, moi, je ne pouvais pas. J'arrive, je vois une immense maison. Moi, j'avais l'habitude de dormir dans une petite chambre. On était obligé de dormir dans une petite chambre à 5. Avec ma mère, on dormait sur un tapis. Aujourd'hui, si je me permets à payer une maison à ma mère à 150 millions de francs CFA, 225 000 €, ouais. C'est de l'espoir. Bien sûr. À cet âge-là. Oui. Donc, j'ai jamais enlevé ça. Ça avait la prime. Ça avait la prime qu'on m'a donnée à Arsenal. Donc, quand j'ai pris cette prime-là directement, j'ai donné la maison. Je n'ai même pas voulu chercher. J'ai voulu l'enlever de là-bas. Dès que j'ai acheté la maison à ma mère, j'étais heureux. Et quand je repars en vacances, je n'avais jamais vu la maison. J'arrive, je vois une grande maison. Je me dis, waouh. Ah, le petit Dio, comme on m'appelait au quartier. J'ai dit, le petit Dio, il a réussi. Parce que s'il a enlevé de sa main dans les taux Dieu, il a vécu. Et arrivé dans cette maison, pour moi, c'était déjà un exploit. Bien sûr, c'est un exploit. J'avais déjà réussi. C'est pour ça que ma vie, elle était déjà... Oui. J'avais déjà... Parce que de là où cette dame sort, c'est là où ma mère a commencé à prendre un peu de la valeur. Je veux dire aux yeux des gens. C'est que des moqueries, des ceci, des cela. On commençait à se dire, ah, cette dame, elle peut faire quelque chose. Cette dame, c'est là où elle a commencé à avoir un peu de reconnaissance, un peu de ceci. Moi, ça me faisait plaisir parce que je me disais aujourd'hui, la dame qui a tant souffert, qui pleurait toute seule, aujourd'hui, elle a du sourire. Et moi, j'étais content. C'est après même aujourd'hui que ma mère nous raconte des choses. Tellement j'ai mal même, mais c'est la vie. C'est la vie, ça ne va rien changer.
Du moment où aujourd'hui elle est heureuse, moi je suis heureux. C'est pour ça que je dis, moi ma vie, je l'ai fait. Ma mère, elle est bien, elle a la santé, elle a un toit. Mes enfants, ils sont en santé, ils ont un toit. Ma femme, elle est en santé, ils ont un toit. Mes sœurs, aujourd'hui, Dieu merci. Je dis, moi ma vie, elle est réussie. Quel que soit ce qu'on va dire, c'est pour ça que des fois on dit, ah, il a pas... Je rigole parce que d'où je viens et là où je suis aujourd'hui, j'ai dit ça, alléluia, parce que les gens ne connaissent pas le vécu. C'est facile de juger quelqu'un, de dire... C'est pour ça, moi, j'ai un caractère fort, parce qu'il ne m'a rien donné. Et quand je sais que je défends une cause juste, quel que soit ce que les gens pensent, non, tu t'en fous. Ouais. Je m'en fous, parce que je sais ce que j'ai vécu, moi. Je sais ce que je défends. Je ne veux pas défendre parce que, non, pour être beau, pour montrer que je suis grand. Non. Si je trouve que la cause, elle est juste, j'ai vécu trop d'injustice. Donc, si je sais que la cause, elle est juste, je vais aller jusqu'au fond, quitte à donner ma vie. Mais si je sais qu'elle est juste... je vais y aller à fond. Je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un ou pour faire ceci. Si moi, je sais mon objectif, je regarde, je dis, la ligne, elle est droite, je vais aller. Mais si la ligne, elle est un peu tordue, peut-être c'est là, parce que moi, j'ai un franc-parler que les gens, des fois, ils détestent parce que je dis les choses telles qu'elles sont. Je n'ai jamais inventé une histoire, je ne parle pas sur des gens, mais je dis la vérité. Si un jour, je prends mon téléphone ou je dis quelque chose, il faut savoir que c'est véridique. Je n'invente pas d'histoire. J'ai vécu tellement d'injustices dans ma vie que je ne me permettrai pas que quelqu'un d'autre vive d'injustice aussi. Oui, donc, c'est pour ça cause de ce que tu as dit. Donc c'est pour ça que si moi je dis quelque chose, en général, à 250%, c'est sûr. Alors, tu as rencontré un épisode de Arsenal à tes débuts qui a fait le tour du monde à l'époque avec Thierry Henry. Toi qui viens donc de 49 €. Ouais. Après, tu as 3 000 €. Tu arrives chez les Gunners, tu as 15 000 €. Et de mémoire, c'était une Lincoln Navigator. C'est bien ça, c'est une voiture que je connais un peu. Exactement. Qui coûte super cher. Qu'est-ce qui te fait te dire que je dois avoir la même voiture que Thierry Henry? Non, c'est l'insouciance des gamins, sans réfléchir. Je viens, j'ai 17 ans, à peine. Je viens à Arsenal, je vois Lamborghini, Bentley, tout ça. Je vois Thierry Henry, il sort la Navigator, comme tu dis, le Lincoln, et il avait les speed, les gens là qui tournaient, tout ça. Et moi... Je rêvais, je viens, je vois la voiture. Quand il gare, même il part, je reste là. Les gens restent à tourner. Je me dis, merde, il a garé, mais les gens ne font que tourner. Les gens ne font que tourner. Et moi, je suis là comme ça devant les gens, même pendant 20-15 minutes, je suis là, j'observe les gens seulement. Je dis, ah, c'est quoi ça? Je me suis cru grand. Donc quand je voyais ça, je rêvais. Ce n'est même pas question que... C'est parce que je rêvais, je me voyais déjà. Ouais. Donc c'est quoi? De là où je sens. Et puis vous jouez sur le même terrain, donc tu te dis, bon, s'il peut le faire. Je peux le faire, exactement. Mais c'est la bêtise. Ouais. C'est la bêtise parce qu'on est jeune, on ne réfléchit pas, on ne sait pas. Et c'est comme ça que je me mets. J'appelle un gars qui vendait des voitures à l'époque, Guido. Il vient me dit, il peut me la trouver. Il me dit, t'es sûr? Je dis, non, il n'y a pas de problème parce que j'ai un contrat. Quand tu as le contrat, et là, on te donne la voiture vite fait. C'est juste venir, on signe le papier, on te dit, monsieur, vous allez payer, c'est tout à crédit. Moi, je prends la voiture et moi, j'habitais peut-être à 45 minutes du camp d'entraînement. Je prends la voiture premier, j'ai mis les télés, j'ai pimpé. Moi, j'ai mis les télés de tous les côtés, tous les bords de tout ça. J'arrivais, j'étais content, j'allume même. Il n'y a personne dans la voiture, je suis tout seul. Hein. J'allume les télés dans la voiture. Je conduis, je suis là, je mets de la musique, je danse, je suis seul, je suis heureux. Mais au bout d'une semaine, à chaque fois, je regarde. Je dis, hey, l'essence. Je dis, mais c'est pas possible. Mais je vais regarder mon frigo, il est vide. L'essence, c'est toujours, il faut que je mette. À un moment donné, j'ai dit non. Et Thierry, il a vu, il a rien dit. Il m'a rien dit du tout. Moi, je viens, tac, je regarde, il est là. Un jour, je viens, je dis, le vieux, comment tu fais? Il rigole. Tu vois? Il rigole, il me dit, petit. Quand j'étais vu, j'ai commencé, je me suis avec. Je dis, le vieux, ça, c'est pas mon niveau. C'est comme ça que je le reconnais. Je dis, la voiture, je suis allé, personne ne me l'a dit, je suis allé donner la voiture tout seul au gars. Ah ouais? Gars, reprends ta voiture. Non, je dis ça, c'est pas mon. Parce que je ne pouvais pas. Je ne peux pas. Il faut mettre de l'essence. Et l'essence, c'est une rien que l'essence. Oui. Ça me soufflait. Oui. Moi, j'avais de la famille, qu'il fallait que je m'occupe de ma famille au Cameroun. Il fallait que j'avais 15 000 €. Il fallait tout faire de l'autre côté. Qu'est-ce que je fais? Ou je mets tout dans l'essence, ils ne vivent pas comme il faut. Ouais. Ou je vis ma vie. Mais je préfère, je dis pardon. Ça, c'est si je continue là, de chercher moi une Toyota. Là, je. Non, Philippe, c'était compliqué. Mais. Et ça m'a édifié. Ouais. J'ai compris que à partir de là, il faut faire les choses étape par étape. Il ne faut pas brûler les étapes. Sans avoir... Après, il m'a appelé un jour, il m'a dit, jeune, c'est bien. Parce que si on t'avait parlé, tu n'aurais pas compris. Tu aurais peut-être cru qu'on n'a pas, mais c'est bien. Il m'a félicité parce qu'il a vu que j'ai pris la résolution tout seul. Oui. En me disant que bon, ok,
Et à partir de là, Tu avais compris la leçon. j'ai compris la leçon. Mais c'est quoi les autres folies que tu as faites, à part ça? Non, ma folie, j'ai dépensé mon argent que... Je vais dire, mon argent, je l'ai dépensé que dans les investissements. Ah oui? Ouais, On va parler des investissements. J'ai pas fait trop de folie. Je pense que quand j'ai signé à Barcelone à l'époque, j'ai pris une jet privée parce que j'avais jamais pris. J'ai pris une jet privée avec ma femme, je l'ai amené à Milan. J'ai dit, bon, ok, je veux faire comme tout le monde. C'est une fois dans ma On les vie. voit, allons prendre le jet. Voilà, exactement. Mais quand tu arrives, les chiffres, tu ne les connais pas. Mais quand tu vois le chiffre, je regarde ma femme, je dis, waouh. J'ai sauté comme ça, je me dis, c'est pas possible. Parce que je me dis, mais est-ce que c'est moi ou c'est pas moi d'où je viens? Ouais. Donc je me suis dit, bon, ok, t'as donné aussi, je vais l'amener à Milan, je vais l'amener faire une folie, je l'amène à Milan. On est allé à Milan, elle a fait des courses, j'ai remis tout dans l'avion, je suis redescendu, j'ai dit, bon, ok, ma folie, c'est fini. On revient à la vraie vie. C'est surprenant, mais. Enfin, c'est pas surprenant, mais. J'ai remarqué que tu n'étais pas très souvent cité dans des scandales. Il y a quelques joueurs de l'équipe du Cameroun qui ont été dans des scandales. Toi, ton nom ne revient pas souvent. Je me rappelle qu'à une certaine époque, d'ailleurs, et je ne fais offense à personne, ce sont des faits, on connaît deux noms, moi de l'extérieur, Samuel Eto'o et Djemba Djemba, qui étaient tu vois, le farotage, ouais. qui farotaient l'argent en boîte de nuit. Pourquoi tu as fait ça aussi? Non, je peux pas le faire. C'est pas possible parce que des fois, je marche au Cameroun, les gens me disent, ah, il est chiche. Je rigole. Tu fais partie des joueurs qu'on appelle chiche, c'est ça? Ça me fait rigoler parce que j'ai jamais vu un Lionel Messi ou un Cristiano Ronaldo marcher jeter de l'argent dans la rue. C'est vrai. Non. On ne dit pas qu'ils sont chiches, ouais. Exactement. On ne donne pas l'argent à un homme. Non. L'homme, on ne donne pas. Moi, aujourd'hui, j'ai une société. Je donne les emplois. Je n'ai pas besoin de donner l'argent aux gens dans la rue. Si je donne l'emploi à quelqu'un, je sais que j'ai sauvé des familles. Tu l'as vraiment aidé, oui. Donc, c'est pas marcher dans la rue. Je n'ai pas envie de montrer que... Non. Parce que j'ai jamais vu même... le monsieur, je ne vais pas citer le nom parce que je vais faire de la publicité, le monsieur qu'on va dire qui a les sous dans le monde, arriver, prendre l'argent jeté, mais nous on a une culture. C'est comme, je prends un exemple, j'arrive dans mon quartier, on est assis au bar et sauce, un petit vient, il a faim. Il dit que les gars, s'il te plaît, j'ai faim. Le gars, un gars de mon quartier, il a 10 000 francs. Le petit dit, j'ai besoin de 500, je vais manger. Il lui dit, il n'a pas d'argent. Il dit, il faut qu'on me demande. J'ai dit, tu as 10 000, un petit demande 500 francs pour manger, tu dis qu'il faut qu'on me demande. Je dis, tu vois comment tu réfléchis? C'est chacun à son échelle. Tout à fait. Donc, si tu n'arrives pas à aider le petit avec 5 francs ou avec 500 francs, tu dis que parce qu'il faut qu'on me demande, alors que tu as 10 000 francs, un petit qui a faim et un souci. Là, tu n'es pas chiche, toi. Oui, c'est ça. Si Alexandre Song avait dit que non, j'ai pas 500 francs, subitement je suis chiche, alors que tu as 10 000 francs dans ta poche, tu peux donner un enfant. C'est la même chose, entre parenthèses, parce que chez nous, ça veut dire que quand tu arrives quelque part, il faut que tu jettes de l'argent pour qu'on dise que tu es beau, tu es grand, tu es ceci. Oui. Non, moi, je n'ai pas cette culture-là. L'argent, je l'ai travaillé. Je sais où je viens. Je sais comment j'ai fait pour arriver, pour l'avoir. Moi, aujourd'hui, ma seule récompense, c'est que si je peux donner du travail aux gens, je peux créer des emplois. C'est comme ça que moi, j'ai réussi. Moi, je sais que j'ai réussi. Après, quitte à plaire aux gens ou non, ça ne m'intéresse pas. Le plus important, c'est de savoir que quand les pères des familles dorment chez eux, ils vont prier pour moi. Ils vont dire, ah, le petit... Là, il faut qu'on donne encore longue vie parce qu'on travaille par rapport à lui. C'est des petits actes que moi je fais au pays. Quand je fais une école, je sais que c'est l'éducation de demain. Quand je crée mon entreprise, je sais que des gens travaillent. Je sais que je donne du travail aux gens. Je suis content. Je n'ai pas besoin de marcher dans la rue, jeter l'argent pour qu'on dise que non, j'ai pas besoin. Ça ne me sert à rien. Après, on est différents. Ce n'est pas pour dire que ceux qui le font, ça veut dire que non, on est différents. Chacun, il est libre de faire ce qu'il veut. Après, chacun est libre aussi de faire le choix qu'il veut dans sa vie, de se dire que tel est ceci, parce que tu arrives, il faut que tu me payes. Je te paye de quoi? On n'a pas travaillé ensemble, mon frère, je suis désolé. On va parler de ça, les demandes, parce que je sais que forcément, tu dois avoir beaucoup de sollicitations. Il y a un épisode que tu as cité tout à l'heure, je ne veux pas qu'on oublie ça. Tu choisis le Cameroun alors que tu évoluais en sélection jeune avec l'équipe de France. Pourquoi ce choix? Ce choix, je veux dire que si je jouais, par exemple, à l'équipe de France, je pense que je n'allais pas rendre service à moi-même. Pourquoi? Parce que je dis, ma mère, elle a tellement galéré. J'ai joué au football pour ma mère, en fait, en général. Parce que si je joue à l'équipe de France, avec des souffrances, la souffrance que ma mère a endurée, je n'avais pas le droit de partir choisir l'équipe de France. Non. Parce que mon cœur, je suis Camerounais. Ma mère, elle a souffert au Cameroun. Il faut que je lui donne ça. Je lui dois ça. Je ne dois pas aller éclore ailleurs. Je dois éclore chez moi.
Donc c'est pour ça, pour ma mère, j'ai tout mis de côté parce que cette dame, j'ai voulu que cette petite dame devienne une grande dame. Mais aux yeux de nous. Parce que mon sang, il est camerounais. Ça, c'est mon droit. Je peux pas faire que aujourd'hui j'ai ce succès. Elle aille profiter ailleurs. Non, elle doit profiter aux yeux des gens qui l'ont rabaissé. Moi, je suis comme ça dans ma vie. Plus tu ne crois pas en moi, je me donne les moyens de pouvoir y arriver et de pouvoir montrer que tu avais tort. Et aujourd'hui, j'en suis ravi parce que mon cœur, il est camerounais. C'est comme une petite année. Mon fils, aujourd'hui, je vois des gens, entre parenthèses, même par rapport à tous les jours, on écrit, on dit, ah, son fils, il n'est pas camerounais, il ne veut pas ceci, on l'insulte. Mais ça me fait rigoler parce que c'est un gamin. C'est un petit, parce que j'ai eu un geste malheureux à une Coupe du Monde, que mon propre fils, il m'a regretté. Il avait 8 ans, un enfant de 8 ans qui lit dans la presse, son père, c'est son dieu, c'est son idole qui veut faire le foot. Ils vont dire, son père, on veut le tuer, on le traite de tout. Un enfant qui a 8 ans. Est-ce qu'il n'est pas traumatisé? Est-ce que les gens y pensent? Après, quand il arrive, il a 14 ans à peine, quelqu'un lui pose une question qui n'a rien à voir sur Instagram en lui disant qu'il te dit, non, j'ai pas envie de jouer pour le Cameroun. Pourquoi il n'a pas envie de jouer pour le Cameroun? Parce que son père le traîne dans la boue, il a 8 ans. Quand il lit que son père c'est un voyou, c'est un bandit, c'est un tueur, pourquoi tant de haine à son père? Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Donc, automatiquement, il ne veut pas vivre ça. Les gens, ils ne comprennent pas. C'est un gamin, c'est un petit. Donnez-lui le temps de pouvoir se forger. Mais comme Dieu fait les choses, il grandit. Bon, aujourd'hui, Nolan, il a 17 ans. Il comprend mieux les choses. Je l'explique mieux les choses. Mais quand ton fils, il a 8 ans et il vit ça, il ne te dit pas que papa, j'ai lu ça. Et qu'un jour, on lui dise quelque chose, il arrive, on le met à la vendite populaire. C'est un enfant. Ces gens qui l'insultent, c'est des parents aussi qui ont des enfants. Qui peut accepter qu'on mette son fils là? Non. Bien sûr. Mais ce petit n'a jamais choisi parce que c'est ce qu'il vit, qu'il ressent, qu'il lui dit à l'instant parce qu'à 8 ans et à 14 ans, il n'est pas adulte. Il est petit aujourd'hui, il a 17 ans, même comme ça, il n'est pas adulte. Mais il comprend mieux les choses. Oui. Quand tu l'expliques mieux les choses, c'est un Camerounais. Mais tu vas voir les gens dire « Oh non, il ne veut pas jouer. » Non. C'est vrai que cet épisode avait beaucoup buzzé. Hein, on oublie que ce sont des gamins, tu as raison. Exactement. On oublie que ce sont des gamins, oui. Ouais. C'est comme ça, malheureusement. À qui on parfois même entend des pièges dans les questions qu'on peut leur poser. Il continue à jouer au foot? Non, il joue au foot. Là, il a signé en 2-2. Il a signé en 2-2 en Belgique. Je suis content pour lui. Okay. Je suis content pour lui parce que c'est pas évident quand on porte le nom de Song. Surtout Alexandre Song. Donc pour lui, c'est encore plus difficile. Tu penses que c'est plus difficile quand on est fils de footballeur? Exactement. Pourquoi? On pourrait se dire que c'est plus facile. Ton père ouvre des portes. Non. Il appelle Barcelone, prenez mon fils. Au contraire. Parce que sinon, le fils de Zidane avait joué au Real de Madrid. Il a essayé. Il a mis tous ses enfants. C'est pour dire que... C'était pas costé, oui. Tu as raison, il y a une pression énorme, oui. Suis les enfants, oui. À un moment donné, c'est le terrain qui compte. Oui. Quel que soit, moi je dis tout le temps, c'est le rectangle vert. Oui. C'est pour ça que moi, toute ma vie, malgré tous les combats que j'ai eu dans ma vie, malgré ce que les gens ont dit sur moi, quand j'étais sur le rectangle vert, j'étais bon. Oui. Dites ce que vous voulez, mais je sais que quand je suis sur le terrain... C'est dans le tout, ouais. C'est pour ça qu'on renverse la vapeur. Donc, même si ton fils, tu as un nom et que ton fils sur le rectangle vert n'arrive pas à donner, les gens le verront. C'est pas toi qui joueras à ça. Moi, je dis à mes enfants tous les jours, vous avez la malchance parce que vous êtes né à 10. Moi, je suis né à 0 pour gravir les marches. Oui. C'est plus difficile. Mais quand tu es né à 10, c'est facile de... Mais c'est ce que je voulais te demander, Alexandre. Est-ce que c'est pas aussi cette fin, au-delà du talent, est-ce que c'est pas cette fin-là qui a fait la différence? Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de joueurs qui réussissent dans le sport, parce qu'en général, le sport de haut niveau, viennent, peu importe les pays, de familles pauvres. Je veux dire, même Thierry Henry, il ne vient pas de famille riche. La plupart des enfants qui deviennent des grandes stars, même Cristiano Ronaldo, sa maman, on connaît l'histoire de Ronaldo avec sa maman, viennent de familles pauvres. Est-ce que la pauvreté, finalement, ça ne donne pas une certaine rage que les autres enfants n'ont pas? Par exemple, ton fils n'a pas. Non, je pense. Parce qu'il n'a pas vécu ça. Non, je pense. Ça, c'est sûr. Il faut un élément déclencheur dans la vie de tout un chacun. Oui. Moi, mon élément déclencheur, c'était vraiment ça, de ma mère, dans cette souffrance-là. C'est ça qui m'a aidé, qui m'a permis à ne pas baisser les bras. Parce qu'à un moment donné, même quand c'est difficile, je te dis non, tu n'as pas le droit. Tu es dans l'obligation. Oui. C'est ce qui te pousse à te transcender. Et c'est important. Je pense que cette difficulté, c'est ça qui nous donne à nous mouvoir plus, à donner encore beaucoup plus. Oui. Moi, aujourd'hui, avec mon fils, par exemple, je vois tous les jours, je dis souvent des fois qu'on n'a pas la même perspective des choses. Quand moi j'étais gamin, aujourd'hui, toi, tu as tout. Tu es assis, tu demandes que je te ramène ça. Moi, je n'avais pas, par exemple.
Donc pour moi, c'était plus difficile. Pour toi, c'est plus facile aujourd'hui. Mais qu'est-ce que je peux le faire? C'est le monde d'aujourd'hui. Je ne peux pas faire que moi j'ai souffert, ça veut dire que mon Tout à fait. J'essaye. Je le dis que dans l'éducation que je lui donne, c'est de dire qu'il faut avoir du respect aux gens, il faut aller chercher, il faut croire en soi, ne baisse pas les bras, rien ne va t'appartenir. J'ai travaillé, c'est mon argent. Moi, je dis ça à mon fils, je dis, l'argent m'appartient, ça ne t'appartient pas. Nolan, 18 ans, je te mets dehors, tu vas vivre ta vie. Je ne reste pas chez moi. Mais je suis là pour les payer les meilleures écoles. Je paye la meilleure école possible pour pouvoir lui donner cet avantage-là que nous, on n'a pas eu. Je suis là pour l'éduquer. Après, le reste, c'est à toi de faire. Je te donne les chemins partout. Tout ce que tu vas choisir, comme dans la vie, je serai toujours ton père et je serai fier de ce que tu vas choisir. C'est comme ça que moi, je sais de les éduquer parce que cette éducation-là, elle est importante. Parce que je n'ai pas envie que... J'ai de la chance que j'ai des enfants qui écoutent, qui sont sur le bon chemin. J'ai dit Dieu merci. Ma femme, elle a fait un travail énorme parce qu'on va se dire, nous, on n'est pas souvent là tous les jours. Mais elle a fait un travail absolument fantastique. Et j'en suis fier parce que quand je les vois aujourd'hui, je vois le rendu. Je suis un papa heureux. J'espère seulement, je l'ai dit tous les jours, j'espère que vous allez continuer dans ce chemin. Mais tant que ma femme elle est là, je suis là, je pense qu'on est sur la voie. Petite parenthèse justement pour ta femme. Fally Ipupa avait fait un chant. Ouais. C'était bien pour toi qui chantais avec ta femme. Oui, exactement. Parce que je me suis dit, mais c'est bien Alexandre Song, le footballeur. Comment tu en arrives à faire un chant pour déclarer ton amour à ta femme par Fally Ipupa? Non, j'étais avec Fally, je connais bien. Je dis c'est un frère que j'apprécie beaucoup, qui a un talent énorme, qui dépasse aujourd'hui beaucoup de frontières. Ouais. On était sur les champs comme ça, je joue en Russie, donc j'arrive, je le crois, on est assis. Je lui dis, mais frère, il faut que je fasse quelque chose à ma femme, il faut que je lui fasse une surprise, tout ça là. Fais-nous quelque chose. J'ai même pas besoin de parler. Il m'a dit, non, t'inquiète. C'est comme ça, en 2 secondes. Il m'a dit, c'est bon. Et on a parlé 2 secondes, tac. Après, je suis parti. Et lui, il est resté, il m'envoie comme ça le son. Il me dit, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, il n'y a rien à dire. Magnifique. Ah, voilà, exactement. Je pense que cette dame... Il n'a pas beaucoup fait ça, hein? J'ai pas entendu beaucoup d'autres chants comme ça, dédiés. À un moment donné, vous savez, quel que soit ce qui arrive dans la vie, il faut être reconnaissant. Oui. Parce que moi, je dis tout le temps, cette dame, sans elle, honnêtement... Oui. Je ne pense pas que je serais devenu l'homme que je suis devenu aujourd'hui. C'est vrai? Ouais, parce que j'ai une éducation différente. Un enfant qui a grandi dans la rue, un peu de gauche à droite, et trouver une fille qui sort d'une famille vraiment encadrée, tout ça. Et je pense qu'elle m'a aussi éduqué, on va dire. Parce qu'en général, en vérité, il faut le dire. Il ne faut pas se mentir. C'est une femme qui a apporté quelque chose, un équilibre que moi, je n'avais pas une autre façon de... Moi, j'étais un enfant de la rue. Il fallait se battre pour pouvoir... C'est là, elle m'a dit non, calme, tranquille. Tu peux aller à droite, tu peux aller à gauche. Parce que je n'avais pas un autre monde. Je ne connaissais rien à part la rue. Donc, c'est elle qui m'a ramené dans ce chemin-là, qui a fait de moi l'homme que je suis devenu. Parce que moi, j'étais sur le terrain, je travaillais. Moi, je dis tout le temps, moi, j'ai ramené 30%, il a fait 70% du reste. C'est ce que je me dis tout le temps. Parce que si elle n'était pas, je ne pense pas. Parce que on dit, quand un homme réussit, il faut avoir une bonne femme. Tout à fait. Parce que dans mon compte, je ne savais jamais ce que j'avais. Je ne savais pas. C'est elle qui savait tout. Elle pouvait prendre et faire ce qu'elle voulait. 2 fois, elle m'appelle, elle me dit non, je vais dépenser. Je dis pourquoi tu m'appelles? Je ne m'appelle pas. Elle me dit non, j'ai envie de faire des courses. Je dis pourquoi tu m'appelles? Parce qu'elle veut dépenser 1 000 euros, 2 000 euros. Un argent que je ne connais pas. Donc ça veut dire que si elle avait voulu prendre quelque chose. Tu n'aurais même pas constaté. Ouais. Jamais. Mais elle m'appelle. Je dis ne m'appelle pas, ça ne sert à rien de m'appeler. C'est ton argent. La preuve, la première maison qu'elle a achetée, c'est elle qui l'a achetée, ce n'est pas moi. Moi, si on m'avait demandé, je n'aurais jamais acheté. Oui. Jamais. Parce que pour moi, je me disais. Elle a acheté sans me demander une maison à 4 millions. 4 millions 4 millions de pounds, 4 millions 5 elle avait acheté. Ah oui, quand même. J'étais en stage, elle m'appelle, elle me dit on a une nouvelle maison. Je dis ah bon? Je dis ouais, on a une nouvelle maison. Je dis ok. Je dis c'est comme tu as acheté à quoi? Elle me dit 4 millions. Mais je me suis dit... Mais franchement, Philippe, il fallait me demander. Voilà, je me suis dit qu'il fallait me demander. Elle me dit, je m'en fous, c'est pour tes enfants, c'est mon investissement, je m'en fous. C'est pas pour moi, c'est pour tes enfants. Mais elle avait tout à fait raison. Mais moi, à cette époque-là, 4 millions, tu as dit, mais c'est pas possible. Elle m'a tué. Parce que je veux dire, et je suis rentré, je vois la maison, waouh, je dis, mais je dis, j'étais en stage. Je regarde la maison, je dis, waouh, superbe maison. J'étais heureux quand je suis arrivé. Mais quand elle m'a donné le montant, ma tête, elle m'a dit, ah, je m'en fous, c'est pour tes enfants, c'est un investissement que je suis en train de faire. C'est pas mon argent. C'est de l'argent de tes enfants que je suis en train de mettre, je suis en train de placer. J'ai dit, ah. Dès que je suis arrivé, j'ai dit non. Moi, je vois la maison, je dis, c'est elle, par exemple. Je veux dire que moi,
je ne pouvais pas penser à faire ça sur le coup. Je me disais, c'était trop cher. Je me disais, c'était ceci, c'était cela. Mais, au final, le rendu, elle avait raison. Parce que c'est un investissement, ce n'est pas un argent perdu. Sinon, on aurait abîmé, allé acheter des trucs qui ne servent à rien. Mais là, elle a su investir. Et c'est comme ça que je pense qu'elle m'a mis dans cette vibe-là, dans ce chemin-là. Et elle m'a guidé dans beaucoup de choses. Mais si je l'avais compris dès le départ, je pense que j'aurais beaucoup fait mieux les choses. Mais je suis têtu. C'est parce que je suis têtu, sinon j'aurais mieux fait. Parlons-en maintenant, Alexandre. Tu as la réputation, je ne sais pas si tu le sais, mais chaque fois que je parle avec des footballeurs, ton nom est revenu quand on parle d'investissement. Mais la plupart des footballeurs avec qui j'ai parlé, quand il fallait parler d'investissement, oui, bon, il y a Alexandre Song qui fait. À quel moment tu as compris déjà qu'il fallait investir un maximum ton argent? Depuis longtemps. Hein. Parce que je dis depuis que je suis jeune, j'ai eu cette façon de voir les choses. Mais, comme je dis, en 2009, quand ma femme a acheté cette maison, parce que j'avais toujours un problème par rapport au montant, en fait. Au montant. Quand ma femme achète cette maison, à cette époque, quand je rentre, je vois, et elle et moi, on s'assoit et on discute. Et elle me fait comprendre que, tu sais, c'est des placements. Mais moi, je me disais, j'achète des petits trucs vite fait. Si, je suis comme ça, non, mais il faut acheter des bons quartiers. Elle me disait tout le temps, non, mets ton argent. Parce qu'une fois, Thierry m'a dit, ah oui, parce qu'à Londres, là, on vit les joueurs d'Arsenal, ils habitent à Hampstead. Hampstead, c'est l'un des meilleurs quartiers au quartier nord de Londres, quartier prestigieux, ça coûte de l'argent. Il me disait, non, arrêtez d'habiter dans les endroits bizarres, venez habiter à Hampstead. Donc, ce qui fait que le discours là où Thierry m'avait donné et le discours de ma femme allaient dans le même sens. Et c'est comme ça, à partir de là, que j'ai eu ce déclic. Quand j'ai commencé à acheter même les terrains au Cameroun, si on veut me dire là-bas, je dis non. Je vais le terrain à Bastos ou au Golf. Je ne prends pas ailleurs, moi. Parce qu'on me dit non, si tu achètes là-bas, le terrain prend la valeur. Je dis non, le terrain prend la valeur. Parce que il prend aussi la valeur à Bastos. Exactement. Parce que moi, il prend plus vite la valeur à Bastos. Exactement. Oui. Et moi, dans mon truc, c'est que je me dis, je vais arrêter le football. Quand j'arrête le football, comment je vais faire pour pouvoir vivre? Donc, il faut déjà que je place mon argent. Je n'ai pas envie, comment me dire, d'attendre 20 ans. Je dois vivre après le football. Tout à fait. J'ai une vie. Mais ce que les gens ils oublient, c'est que les footballeurs, ce n'est pas la vie qu'on a. Parce que les gens pensent que tout l'argent reste. Quand j'entends souvent les gens dire, ah, c'est ton argent de Bastia que tu utilises. C'est faux. non, pourquoi tu utilises l'argent de Bastia maintenant? Non, Philippe, c'est sérieux. Moi, je vais dire, un homme qui gagne, par exemple, je prends un homme qui gagne 1 000 € par mois. Oui. À la fin de l'année, c'était quoi? C'est 12 000 €. 12 000, ouais. Est-ce qu'à la fin de l'année, tu as les 12 000 €? Non. Jamais. Mais ce que les gens ils oublient, c'est que les Oui, c'est qu'ils prennent tout ton contrat et ils pensent que tu as... Exactement. Mais les footballeurs, on vit à crédit. La maison, elle est à crédit. La voiture, elle est à crédit. L'assurance, tu payes tout ça. Ce que je veux dire. Mais les gens ne connaissent pas ça. Ouais. On pense que non. La vie de footballeur, en réalité, un jour, je me rappelle, j'étais à Paris, un soir, il y a un grand frère à moi que je connais, on l'appelait Bobo, la mafia russe. Il dit, les footballeurs, vous êtes tous des pauvres. Il m'avait choqué quand il a dit ça. À l'époque, c'était en 2007. J'entends ça. Il sort, j'ai en plein boîte de nuit. Je sors comme ça, je passais. Il sort, il dit, les footballeurs, vous êtes tous des pauvres. Mais il avait raison. C'est après que j'ai compris. Parce qu'on vit tout. Tout est à crédit, rien n'appartient à personne. Mais je te dis ça pourquoi? Parce qu'à une époque, quand je suis allé en Russie, c'est là où j'ai compris la vérité. Mais les gens sont toujours en train de croire que c'est vrai, c'est faux. Les gens montrent c'est du paraître. Je suis parti en Russie. Mon bâtiment que j'ai conçu au Cameroun, le premier, je l'ai conçu en fonds propres. C'est mon argent, c'est pas un crédit, c'est rien. Donc quand j'ai commencé à faire mon investissement... On dit le bâtiment, un immeuble, c'est ça? Ouais. Pour de la location? Pour de la location, mais je viens en haut. Quand j'ai fait un penthouse. Tu as gardé le haut, oui. Et le reste, j'ai fait... Donc quand je commence, c'est en fonds propres. Je prenais tout le matériel ici, j'achetais tout d'ici. J'avais des factures de 200 000 € par mois, 300 000 € par mois. Donc ce qui fait que quand je vais en Russie, j'ai mon salaire qu'on me donne par rapport à mon salaire. J'ai envoyé, je faisais des trucs. Et quand j'arrive, à un moment donné, ils ont arrêté de me payer. On me dit non, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Et j'avais mes petites économies à côté, tu vois. Donc, j'avais mes petites économies à côté. Ce qui fait que je me dis non, ils vont me payer dans 2 mois. Je prends mes économies, j'envoie. Je prends mes économies, j'envoie. Je prends mes économies, j'envoie. Un matin, Philippe, je me lève. Je regarde à côté. J'ai rien. Il me restait 48 000 pounds. Waouh! Dans mon compte.
il me restait 48 000. Et là, tu es en Russie. Je suis en Russie. Ça veut dire que tu as déjà fait l'Angleterre, tu as déjà fait l'Espagne. Ouais, j'ai fait tout. Il me reste 48 000. Je reste comme et tu es en train de construire un seul bâtiment. Un seul, pour te dire. Je comprends, Très bien. Ouais. Je reste, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Je dis, moi, Alexandre Song, je n'ai que 48 000 dans mon compte. C'est pas possible. Et je devais payer l'école de mes enfants, 20 000 pounds qu'il fallait que je paye. Waouh. Donc, je reste comme ça. J'avais des terrains bien placés à Yaoundé. J'avais un terrain au golf que j'ai offert à ma femme, que j'avais acheté à l'époque à 300 ou à 400 millions de francs CFA. Je reste ce jour-là. 600 000 euros, oui. Je reste, c'était mon dernier espoir. Parce qu'en attendant, en me disant que mon argent va arriver de l'autre côté, je reste, je me dis, il faut que je vende ce terrain. Même, je n'avais pas assez d'argent pour finir cet immeuble. Je vends ce terrain et je finis mon immeuble. Donc, je me dis, j'appelle Aurélien. Parce que chez Dieu, oui. Ouais, c'est un bon frère à moi. D'accord. Je l'appelle, je dis, Cassius, je vends mon terrain que j'ai au golf. Il me dit, combien? Je lui donne le montant. Il commence à me dire, non, on va voir après. Je peux te donner d'abord. Ça, c'est mon frère. Il me dit, non, pour le moment, je n'ai pas là sur place, mais je peux te donner d'abord ce montant. Après, je te donne dans peut-être 2-3 mois encore. Quand il me dit ça, je dis, non, j'ai besoin d'argent maintenant. Tu veux du cash, ouais. J'ai besoin de ça. Il me dit que non, je peux te donner aujourd'hui. Dans 2 mois, je reviens te donner encore le reste. Attends que je fasse mes trucs pour que ça vienne. Quand il me dit ça, je me suis dit, c'est pas possible. Comment je vais pouvoir faire? Je suis coincé. Il faut payer l'école de mes enfants 20 000. J'ai 40 000 pounds qui restent dans mon compte. Qu'est-ce que je fais, Philippe? J'avais une montre Rolex. Je l'avais achetée à l'époque or rose. J'avais signé à Barcelone. Je l'avais achetée ce jour-là à 32 000 euros. J'ai pris la montre, j'ai enlevé, j'ai donné à ma femme. J'ai dit, tiens, va vendre ça, paye l'école de mes enfants. 20 000 parce qu'il ne me reste que 40 000. Si j'enlève déjà 20 000 dans 40 000, donc c'est comme ça que j'enlève cette montre, je donne à ma femme. Crève-cœur, hein. Je dis, va vendre. Elle vend, elle paye l'école de mes enfants. Je me retrouve maintenant, je suis assis chez moi. Je dis, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Je prends les 40 000 euros. Je dis à ma femme, bon, moi je suis une femme, prends. Moi je suis un homme, je dois me battre. C'est comment je fais pour aller au Cameroun. J'ai mes petites soeurs au Canada, elles me donnent un billet d'avion. Ah elles ouais. cotisent. Mes petites soeurs, elles cotisent, elles me donnent un billet d'avion. Pour acheter un billet d'avion à Alexandre Song. Je prends le professionnel. Je prends le billet d'avion, je descends au Cameroun. J'arrive au Cameroun, je n'ai même pas 5 francs. Et pour te dire, j'ai une Bentley garée au garage. Punaise. J'ai la Bentley Truck, j'ai le Bentayga qui est garé au garage. J'ai ça. Mais t'as pas d'argent. J'ai pas d'argent. Je reste, je dis, mince, qu'est-ce que je dois faire? C'est comme ça que on m'appelle, on me dit, non, on peut trouver un club si on te veut, l'FC Sion. Je dis, mince, je vais aller à Sion encore. On va faire quoi à Sion? Moi, j'ai besoin qu'on me donne mon argent. Et c'est comme ça qu'on me fait comprendre que l'avocat qui est à Sion, pour me faire récupérer mon argent que j'avais en Russie, parce qu'il m'avait à peu près 9 millions ou un truc comme ça qu'il me devait. Ah ouais. Russie, c'est comme cela que je me dis, ah, si l'avocat là, peut me faire récupérer mon argent de l'autre côté, je vais à Sion. Je vais à Sion direct. Et je suis allé à Sion, on me donnait 33 000 euros. Ça faisait au moins, je sais pas, plus de 15 ans, je n'avais pas ce genre d'argent dans ma vie. J'ai pas eu. Donc quand j'arrive à Sion, mon premier salaire, 33 000 euros, j'appelle un frère à moi, et André Nguemo, parce que c'est un bon frère à moi. Oui, André, oui. J'ai dit, la MIF, on vient de me payer 35 000 euros. C'est parti en 2 secondes. Il me dit, ah, bienvenue dans la vie. C'est parti en 2 secondes. Parce que, Philippe, j'avais jamais eu ce genre. Hey, 35 000 euros, c'est l'argent où c'était des courses. Des fois, j'appelais ma femme, je dis, va acheter des affaires. 35 000 euros de courses. Mais parce que l'argent, je l'avais, l'argent. Ouais. L'argent, je les avais. J'avais l'argent, c'est pas comme si... En fait, tu partais du principe que ce sera toujours là. En fait. Exactement. Il y aura toujours l'argent. Exactement. Mais ce qui m'a sauvé, c'est que j'avais investi, moi, mon argent. Ouais. Je n'avais pas le liquide, mais mon argent, je l'avais placé dans les terrains, j'avais placé ce qui me sauvait. Sinon, j'étais mort. Donc, c'est comme ça que je me retrouve dans la dérive. Et quand le monsieur me dit, il peut me faire... Tu as 35 000 euros par mois, tu dis que tu es dans la dérive. Oui, mais parce que, Philippe, l'école... Alors que tu disais 49 euros. Non, mais parce que l'école de mes enfants... Attends, tu payais ça par mois? C'est quoi? On me paye ça par mois. Tu payais combien par mois pour l'école des enfants? Par mois, l'école de mon enfant en Suisse me coûtait 56 000, par exemple. Par an? Par an. 56 000, ouais. J'avais 2. Il fallait payer mon loyer. J'avais 5 000 euros de loyer, 5 000 francs suisses que j'avais le loyer à payer. Donc pour moi, j'avais pas ça partait vite. Ça allait trop vite. Donc à un moment donné, tu as la location de ceci, de cela. Donc quand j'arrivais, je me disais, mince, j'avais pas cette habitude. C'est pour ça que je dis, l'éducation financière est importante. Elle est importante. Elle est importante. Ouais. Donc si c'est que tu n'es pas habitué, c'est grave. C'est pour les 35 000 euros. Ça part en sucette. Donc c'est comme ça que je me retrouve là-bas à Sion. Ouais.
Et quand les Russes ont débloqué mon argent, j'ai repris des couleurs. J'ai pris mon argent, tac, 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 tac. J'ai réinvesti mon argent. Mais, sans te mentir, et beaucoup de footballeurs sont comme ça, parce que les gens sont toujours en train de dire que l'argent ne revient pas. L'argent que tu sors ne rentre jamais si tu n'investis pas. Et on a beaucoup de footballeurs, les gens pensent que, ouais, il est là. Non, l'argent ne revient pas. C'est ça. Mais ça veut dire que, à part l'école des enfants, qu'est-ce qui te coûtait vraiment le plus cher? C'était du shopping? Mais on fait du shopping tous les mois quand on est footballeur? Non, pas tous les mois. Mais comme je disais, moi, par exemple, j'achetais les terrains à 500 000 euros, 1 million d'euros. C'est comme ça que je mettais mon argent de mes terrains que j'ai eu au Cameroun. Donc, quand j'ai de l'argent, je pars, j'achète un terrain, je reste tranquille, je suis au calme. Et en plus, le crédit de ma maison me coûtait super cher. Ah, les 4 millions de la maison de 4 millions? J'avais upgrade, j'avais pris une maison de 6 millions. Une autre maison encore? Et oui. Donc, ce qui fait que moi, pendant ce temps que je jouais, je voulais finir. Oui. Donc, tout. Ok, donc je comprends maintenant où part l'argent. Oui. Donc, tout mon argent, je ne voulais pas faire comme les autres, que quand je vais arrêter, je me retrouve en galère. Donc, tout l'argent que je gagnais, j'ai envoyé ça dans le crédit de ma maison. Je venais dans le crédit, donc je faisais partir. Je payais le crédit, je payais peut-être 200 ou 300 000 euros de fois. Des crédits qui partaient tous les mois, parce que je voulais que quand j'arrive, je suis autonome. Oui. Je ne dois rien à quelqu'un. Oui. Je suis tranquille, on ne me demande rien, je suis à l'aise. Donc, à un moment donné, il faut faire un choix. Ou tu vis comme un président et arrives à la fin, tu vis comme un mendiant en disant que tu n'as pas. Mais c'est la vérité que les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas que c'est pour ça que je me refais en disant que le gars, il dit que les footballeurs sont pauvres. Parce que l'éducation financière, on ne l'a pas. Oui. Quand on commence à dépenser de l'argent ne vient pas. Et les gens sont en train de dire, oh non, il a encore... Non, le gars n'a plus d'argent. L'argent fini. Puisque moi, je me suis retrouvé, j'avais plus. Le liquide, je ne l'avais pas. Je me suis refait une santé parce que voilà, j'avais de l'argent. Mais si tu l'as pas, si tu n'avais pas ça, oui. C'est que je suis dans la dérive. Mais pas totalement, puisque je pouvais revendre tous mes terrains. Tout ce que j'avais mis Oui, tu avais des actifs, oui. Exactement. Mais le problème, c'est que nous, les footballeurs, on investit beaucoup dans le passif, ce que j'ai remarqué. Ouais. Voiture, montre... Qui ne servent à rien. Tu vas prendre... Comme je dis souvent, un jeune à 20 ans qui achète une Ferrari, il est insouciant, il est inconscient, parce que tu penses que tu es le plus beau. Mais quand tu as 60 ans, 70 ans, tu rentres chez un concessionnaire, chez Ferrari, tu achètes une Ferrari, ça veut dire que tu as réussi. Parce que tu sais, un homme de 60 ans, 70 ans est assez mature pour se dire que si j'enlève 500 000 euros, j'achète une voiture, ça veut dire que I have a background. Tout à fait. Mais l'homme de 20 ans, 30 ans, tu dis que je suis beau, je suis grand. Mais au final, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu n'as pas besoin. Si je dis à mes enfants tous les jours, dépensez pas votre argent dans les voitures, dans les habits, ça ne sert à rien. Ça ne va rien vous amener nulle part. Quand vous avez de l'argent, mettez dans l'immobilier. Laissez-moi ce que les gens vont venir vous dire qu'on fait ça. Non. Allez d'abord là-bas, sécurisez votre argent. Après, vous pouvez vous projeter autre part. Déjà, il faut avoir la garantie. Parce que pour moi, l'immobilier, c'est une garantie déjà de se dire que après, maintenant, on peut avoir autre chose. Mais c'est ça qui est important. Mais les gens pensent que nous, les footballeurs, c'est pour ça que beaucoup de footballeurs sont là. Parce que je te dis, le prochain contrat, je vais faire ça, le prochain contrat. Et tu te retrouves que les contrats, là, 2 fois, tu te retrouves 30 ans, 35 ans, tu te retrouves, tu n'as plus rien. Et les gens, ils pensent que parce que tu avais gagné 2 millions, 4 millions, 5 millions, 10 millions hier, que tu as les mêmes 10 millions. Non. J'ai pris un jet privé pour aller à Milan, aller-retour. Tu sais combien ça m'a coûté? 25 000 euros. Le même vol, je prends 1 heure, 2 heures, je paye 500 euros, je suis en business class propre. Euros, je dors, j'ai pas de problème. Mais Philippe, quand tu fais 10 voyages, fais le total. Fais le total. 250 000. Ce que je veux dire, voilà 250 000 qui partent, qui ne reviennent jamais. Mais la différence avec un joueur comme Neymar, par exemple, parce que j'ai eu la chance de connaître bien né. Oui, tu étais à Barcelone avec lui. Donc, quand j'arrive chez Neymar, par exemple, à 7 heures, il fait une publicité qui vient de la Chine, tout ça. Le gars, il a l'argent qui rentre. Donc, c'est ça la différence entre des footballeurs qui ont des produits, qui sont des produits qui peuvent vendre leur image, et les simples footballeurs que je vais dire qui n'ont pas cette capacité. Cette aura, oui. Donc, c'est ça le gros problème qu'on a, nous, joueurs africains, de fois. Pas seulement les Africains, même les Européens sont dans le même système, dans le même contexte. Parce que tu vas arriver, quand je suis arrivé à Barcelone, je prends un exemple. J'arrive à Barcelone, à Arsenal, on avait Bentley, Ferrari, tout ça. Moi, j'arrive à Barcelone, les gars, ils ont la voiture du club, peut-être une petite voiture. Ils mettent un jean, Philippe. Toute l'année, tu le vois avec le jean Levi's, avec le t-shirt Nike. Le gars, il s'en fout. Moi, je viens tous les jours en Dolce & Gabbana, Versace, tout ça. Mon compte
Quand je le bouge, il bouge à gauche. Mais ces gars, les comptes sont pleins. C'est ce que je veux dire. Les comptes sont pleins. Et il prend, par exemple, il va prendre la différence avec, c'est quoi? C'est que lui, pendant les vacances, il sait qu'il est au mois de juin. Il prend même 200 ou 300 ou 500 000 euros, il va. Il sait qu'il va en vacances avec sa famille, il se fait plaisir. Mais nous, on vit toute l'année avec notre salaire, à 3 000 à l'heure. C'est ça la grande différence. Ces gens-là, ils se disent que j'ai un mois. C'est bizarre parce que dans l'imaginant, on peut se dire que les footballeurs, justement, ils ne sortent jamais. Le foot leur prend tellement de temps. Mais en fait, les footballeurs sortent. Mais bien sûr, les gens sortent tous les jours. Si quelqu'un tous les jours sort pour aller faire du shopping, par exemple, il y a d'autres qui font les shopping tous les jours, il y a d'autres qui font autre chose. Mais si tu les fais tous les jours, tu ne peux pas. Cette capacité. Parce que le problème est que dans ton automatisme, ton cerveau enregistre que le mois prochain, j'ai 200 000 euros. Donc, si je dépense 150 000 euros, ça va. Oui. Le mois prochain, j'ai 200 000. Mais les 200 000, tu ne les mets pas de côté. Le problème est que, deux fois, les footballeurs vivent au-dessus de leurs moyens. Celui qui gagne 200 000 va dépenser 300 000. Mais il ne voit pas ça. En se disant qu'il va compléter avec 100 000 le mois. Exactement. À chaque fois, le compte est moins. Il y a des gars que je ne veux pas citer de nom, mais le banquier que je joue avec eux, le banquier, quand tu passes avec, il me dit, mais ton gars là, vraiment, il va s'en sortir dans sa vie. J'ai dit, c'est beaucoup de choses. Mais au vu des gens, les gens pensent que tu as de l'argent. Des gens parce qu'on va te voir le mieux habillé, le plus beau, ou je ne sais pas quoi, ou parce que tu passes, tu as donné 10 bouteilles, ou tu as fait ceci. On dit qu'il n'a pas d'argent. C'est celui-même qu'on pense qu'il n'a pas d'argent, qu'au final, c'est lui qui s'en sort mieux. C'est celui qui est mieux structuré qui s'en sort. Mais ceux qui ne sont pas mieux structurés. Je veux quand même te laisser dire le mot de la fin. Qu'est-ce que tu veux dire en mot de la fin, si tu veux dire quelque chose? Non, je vais remercier tout le monde, ceux qui étaient là au début et ceux qui sont toujours là jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est grâce à eux aussi que j'ai pu faire mon chemin. Et franchement, merci, je tenais à vous remercier. Et remercier à tout le monde, ceux qui me suivent et ceux qui ne me suivent pas. Je sais que, comme je dis, je suis souvent incompris, mais malheureusement, j'ai grandi comme ça. J'essaie d'évoluer tous les jours. J'essaie d'être un homme meilleur, mais j'ai mes qualités, j'ai mes défauts. Mes défauts, c'est que je dis souvent des choses que les gens n'aiment pas souvent entendre. Malheureusement, ça ne plaît pas à tout le monde. Mais je vais essayer de m'améliorer pour être un homme meilleur. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, Alexandre Song. Merci. Merci.